Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents avec nous ce matin. Nous accueillons Sonia Vu, qui est l'architecte de l'agence Encore Heureux et à qui nous donnons carte blanche pour parler d'architecture et de réhabilitation. Bonjour, vous entendez bien? Ça va? Bon, super. Donc, effectivement, je vais passer devant, ce sera mieux. Donc, Encore Heureux, on est une agence, pour vous présenter rapidement, de 30 personnes. On est basé à Paris, Marseille et Mayotte. On a à peu près 50% de commandes publiques, 50% de commandes privées. Je vais juste vous faire une petite présentation des projets qui ne sont pas de la réhabilitation, mais comme ça donnera un petit panel du travail de l'agence et des sujets que nous portons. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours, qui est à Mayotte. C'est pour ça qu'on a une agence à Mayotte. On a 2 projets, mais dont celui-ci qui est le lycée des métiers du bâtiment, entièrement en ventilation naturelle et en BTC, en briques de terre comprimées. Donc ça a été tout un travail pour réhabiliter cette filière avant le chantier. Ça, c'est un projet aussi qui démarre en construction, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, qui est un équipement culturel porté par l'État de grande envergure. On a dans tout notre travail une attention portée aux matériaux, en particulier les matériaux bio et géosourcés. Ça, c'est un cinéma qu'on a fait à Lavore en terre porteuse pour sa partie d'accueil. On a aussi un grand travail porté sur le réemploi avec ce bâtiment qui a été un peu un bâtiment pour nous à l'agence assez iconique, qui est le pavillon circulaire qui avait été construit sur la place de l'Hôtel de Ville à l'occasion de la COP 21 en 2015. Et puis on continue à faire des petites échelles, des micro-interventions comme celle-ci qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un refuge à Gréaloux, voilà, en pierre sèche. On a aussi des publications, donc une des premières, ça a été Matière grise. On a été aussi lauréat du pavillon français à la Biennale de Venise en 2018 avec une exposition qui s'appelait Construire des bâtiments ou des lieux et qui présentait 10 projets qui avaient des formes des usages, des formes de fabrication, de financement, de gouvernance un petit peu alternatifs pour démontrer qu'il y avait aussi d'autres façons de faire les projets. Et en parallèle de cette biennale, on avait pris nos quartiers dans cette caserne, ancienne caserne militaire sur le Lido, la caserne APP, qu'on avait occupée avec Biennale Urbana et Yes We Camp pour en faire un lieu de vie. Voilà, en 2 mois, on avait créé des logements, un bar, refait de l'activité, un atelier de réparation vélo, voilà, qui était un peu le démonstrateur, le pendant de ce qui était présenté dans le pavillon français. Voilà. Sur la réhabilitation aujourd'hui, le bâtiment et les travaux publics, c'est 240 millions de tonnes de déchets produites, c'est-à-dire 70% des déchets qui sont produits aujourd'hui sur le territoire français. Et c'est aussi 227 millions de consommation de matières premières pour construire. On en consomme autant que ce qu'on en jette. Donc, et en consommation, c'est le second consommateur de matières premières sur le territoire français. Sachant qu'en plus, quand on consomme un produit, c'est peut-être que les chiffres, ça date de Matière grise, mais ils ont peut-être un petit peu changé, mais c'est quand même 300 kilos de nature pour faire 10 kilos de produits industriels. Donc il y a en plus de la perte dans ce qu'on consomme aujourd'hui. Et voilà, donc la réflexion, c'est aussi de se dire que peut-être qu'aujourd'hui, les matières premières sont celles qu'on a déjà utilisées, qui sont les bâtiments qu'on a déjà construits et qui sont en fait nos mines urbaines, d'où l'enjeu de la réhabilitation. Donc en fait, on a la première, c'est effectivement l'alternative à la démolition, avec un impact écologique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réemploi. Déjà, ne pas démolir, on le verra sur un des projets, c'est quand même le premier réemploi à grande échelle. Et puis ensuite, on le voit dans tous les projets de réhabilitation, et on pourrait aller jusqu'au réemploi, il y a toujours une valeur affective et de sens, un attachement au bâtiment, et un projet qui peut s'appuyer dans sa conception, dans sa construction, sur ce qui existe déjà. Peut-être les enjeux, on va dire, qui se présentent aujourd'hui dans la réhabilitation, c'est la rénovation. Comment apporter du confort? Donc, c'est des bâtiments qui n'avaient pas les standards qu'on construisait il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. On n'avait pas les mêmes enjeux, même pour prendre d'incendie, d'accessibilité, de thermique. C'était aussi une période où l'énergie qui permet justement d'apporter du confort dans ces bâtiments était beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, se pose la question de sa rénovation.
Ensuite, se pose la question des usages et de sa transformation. Donc, par exemple, on a aussi beaucoup, vous le verrez, des friches industrielles, on a des parkings. Maintenant, aujourd'hui, on voit arriver les centres commerciaux, des appels d'offres, de se dire « Ah, bah, en fait, les modes de consommation ont changé. Et qu'est-ce qu'on fait de ces grands bâtiments, ces grands centres commerciaux voilà, et comment on en fait un lieu de vie avec d'autres usages ?» Et puis, évidemment, il y a la question patrimoniale, esthétique. Donc, nous, on aime bien la réhabilitation parce que c'est, on va dire, une esthétique sur laquelle on s'appuie pour les rénover, les réhabiliter, faire des extensions. Ça donne des architectures qu'on n'aurait jamais imaginées en neuf. Et l'autre enjeu, bah, évidemment, c'est le patrimoine. Avec des fois, on le verra sur un des projets, des discussions avec les ABF, qui sont les architectes des bâtiments de France. Donc, je vais vous présenter 4 projets un peu autour de ces enjeux-là. Le premier, c'est un projet de logement Jaurès rue Petit qu'on a fait avec Archi 5. Et donc, le concours, c'était de construire ce logement sur cette grande parcelle. Vous voyez le grand parking au centre. Voilà. La demande, c'était de démolir le parking et de construire 2 ensembles de logements. Et nous, en fait, ce qu'on a proposé au concours, c'était de se dire, bah, en fait, on va démolir la moitié du parking, qui était toute la partie où il y avait la rampe, où effectivement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et on va garder l'ossature à droite pour la transformer en logement, en désossant et en gardant sa superstructure et construire ces logements. Donc voilà, donc ça donne, c'est la partie chantier, sachant que évidemment les hauteurs de parking ne sont pas celles des logements, donc il a fallu faire tout un jeu de démolition de dalles pour arriver. On en a démoli 2 sur 3 pour caser des niveaux de logement, etc. Et puis voilà, ça a donné ce projet avec cette grande faille centrale et ces logements qui se distribuent de part et d'autre. Donc, sachant que sur cette non-démolition, par rapport à ce qui était demandé au concours, il y a quand même 10 000 tonnes de CO2 qui ont été économisées. Donc voilà, ce n'est pas un projet, ça ne se voit pas forcément, mais ça a un véritable impact carbone. Et ça a donné ce projet qui est un peu un projet de logement. Je pense qu'on ne l'aurait jamais dessiné comme ça en neuf. Voilà, il est directement issu de ces dalles, de son ossature. Ça a aussi permis de gagner et d'offrir les balcons. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait détruit le parking, le PLU nous aurait imposé d'être beaucoup plus étroit. Et en fait, là, de garder la structure existante, on a eu un gabarit qui était un peu plus grand que ce qui était autorisé au PLU. Et ça a permis de rajouter, en fait, ces balcons devant chaque logement. Et voilà, et il y a cette grande faille centrale, trop large qu'aujourd'hui, quand on a des promoteurs immobiliers qui sont dans une logique d'optimisation de l'espace, voilà, là, ça nous a permis, en s'appuyant sur l'existence, d'offrir cette grande circulation centrale, ce puits de lumière au centre du projet. Un autre projet, c'est la grande halle de Caen. Donc, c'était ces 2 halles industrielles et ce haut fourneau qui a été conservé, issu de ce grand site industriel. Donc, les halles, si vous voyez, elles sont tout en haut. C'est les 2 grandes halles blanches. Voilà. Et la seule chose qui subsiste, en fait, c'était ces 2 grandes halles et qui ont été prises par la métropole. Et la première question, et ça on va le voir dans plusieurs projets, c'est en fait qu'est-ce qu'on peut faire de ces halles? Aujourd'hui, elles sont vides, elles sont en mauvais état, il n'y a plus rien, les réhabiliter, ça coûte trop cher. Donc en fait, quel projet architectural, quelle réhabilitation, quels usages? Et donc en fait, sur ce projet-là, la première chose, ça a été de faire une permanence architecturale d'études. Là, on voit Justine qui a porté cette permanence. Et d'installer un premier bâtiment fait avec le collectif ETC entièrement en réemploi et qui pendant 2 ans a accueilli toutes ces réflexions, tous ces travaux avec plusieurs acteurs de quel programme, quels besoins sur le territoire et quels projets on pouvait mettre dans ces 2 halles. Et donc est né de là un projet avec de se dire, en fait on a une grande halle, une petite halle. On va bien aménager et réhabiliter et faire des espaces confort dans la petite halle et laisser ce grand espace vide dans la grande halle. Voilà, donc ça c'est une image de la grande halle qui est très peu chauffée, très peu isolée, qui a un fonctionnement un peu comme une halle de marché. Il s'est révélé à l'usage que c'est le programme qui a le plus fonctionné, qui a été le plus utilisé au cours de sa vie. Voilà, une autre image. Donc on voit un peu les questions que se posent de comment marquer l'intervention architecturale dans ce patrimoine en se démarquant par les matériaux et créer ça. Et finalement, on a de l'extérieur très peu d'intervention architecturale. Le bâtiment, à part lui avoir mis des fenêtres, on n'a pas fait grand-chose. On a même gardé les graffitis qui étaient là, préexistants. Voilà. Sur ce projet, ce n'est pas vraiment l'enjeu de la réhabilitation, mais quand même, dans les réhabilitations, on porte beaucoup de projets de réemploi.
Déjà parce qu'il y a de la matière souvent présente sur les projets. Là, ce n'était pas le cas sur la Grande Halle, mais il y a eu toute une démarche d'aller sourcer des matériaux de réemploi dans d'autres projets et de créer un lot 01 qui était le lot réemploi, qui sourçait des matériaux et les mettait à disposition du plombier, de l'électricien, du menuisier, etc. Et donc, petite parenthèse, voilà, ça c'est par exemple les portes des sanitaires, comme vous pouvez le voir. Et je le dis quand même parce que c'est la première porte coupe-feu issue du réemploi, dont on est assez fiers. Pour ceux qui pratiquent un peu le travail savent les enjeux coupe-feu, de PV, etc., combien c'est difficile de faire du réemploi sur ces éléments-là. Or, aujourd'hui, je pense que 80% de nos portes dans le bâtiment ont nécessité d'avoir des PV. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse sur le réemploi. Et juste pour dire, sur le projet des ateliers Médicis, on arrive à faire bouger le sujet en récupérant des portes des JO. Et on a pu faire une traçabilité comme ça de tous les PV entre ce qui est mis dans les logements d'athlètes et qu'on a pu récupérer et qu'on va pouvoir mettre dans un ERP. Voilà. Le troisième projet, c'est l'hôtel Pasteur à Rennes, qui est en fait un ancien centre dentaire au centre de Rennes. Et c'est un petit peu la même question. Alors avec d'autres problématiques que la Grande Halle de Caen, c'est-à-dire qu'il y avait cet ancien centre dentaire patrimonial. Certains voulaient le préempter pour en faire un hôtel de luxe, etc. Voilà, et la mairie à l'époque se disait bah non, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc c'est un projet qui a été d'abord initié par Patrick Bouchin. C'était pas la preuve par 7, mais c'était quand même l'amorce un petit peu de ce que pouvait être l'occupation d'un bâtiment temporaire pour en faire commencer à l'activer avec 10 fois moins de budget et réfléchir à sa programmation future. Donc c'est une permanence qui a été portée par Sophie Ricard sur place. Je ne m'attarde pas, mais ça raconte un petit peu ce projet-là et de cette université foraine avec Sophie Ricard et Patrick Bouchin. Et donc, il y a d'abord eu un hôtel à projet, une occupation des locaux, parce qu'en fait, souvent, c'est des locaux qui ne sont pas très nobles. Et voilà, il y a pas... En fait, on trouve toujours des gens pour les occuper, commencer à les aménager. Et l'idée, c'était en fait, les locaux étaient mis à disposition gracieusement. Et en échange, les gens entretenaient le bâtiment. Parce que c'est ça aussi, c'est que les bâtiments, en fait, quand ils ne sont pas habités, ils se dégradent et puis en fait après ça, avec le temps ça coûte de plus en plus cher de les réhabiliter. Et au fur et à mesure de ces discussions, en fait la mairie a dit j'ai besoin de mettre une école maternelle, donc en fait on va inscrire le programme dans cet hôtel. Il est un peu novateur parce que c'est mixte, c'est-à-dire qu'il y a une école maternelle au rez-de-chaussée et l'hôtel à projet, une sorte de tiers-lieu, incubateur au premier étage. Et ça a donné ce projet-là. Avec ça, c'est l'occupation de la cour. On a en fait, le bâtiment existant était trop étroit pour mettre des classes. Donc voilà, le projet a été de mettre ces coursives à l'extérieur pour avoir la pleine largeur du bâtiment dans les classes. Et voilà. Et puis cette petite tisanerie, toujours sur le réemploi. Alors, il y a eu un travail assez fin sur cette réhabilitation parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on garde pas. Et pour ça, on a prolongé la permanence architecturale avec un jeune architecte qui se sont succédés sur site et en fait qui ont piloté le chantier au jour le jour, faisant des fiches salle par salle, etc. pour dire aux entreprises ça en garde pas, là tu réenduis jusqu'ici, là tu t'arrêtes, etc. Donc c'est un travail assez fin. Tout le travail de réemploi qui a été fait sur place et dont notamment la tisanerie dont vous avez vu au-dessus des cours tout à l'heure qui est entièrement fait en réemploi avec les ardoises qui ont été déposées, les fenêtres de réemploi, les lanterneaux, les skydomes pardon, et qui donne en fait ce petit bâtiment, la tisanerie au premier étage. Et qui par ailleurs a aussi été fait avec 100% d'insertion. Il y a eu beaucoup de sujets connexes sur ce projet. Voilà, un travail avec les étudiants des Beaux-Arts et notamment ce lustre que vous voyez à l'entrée qui a été fait avec les anciens tubes du centre dentaire avec du néon inséré à l'intérieur. Voilà, évidemment, on a conservé les paillasses, c'est du temps, la réhabilitation. Donc ça, c'est des chantiers qu'on a menés avec des entreprises d'insertion. Parce qu'évidemment, les faire en lot classique, ça aurait été démesuré en termes de budget. Rapidement, ça c'est un sol aussi avec du carrelage en réemploi qui a été fait avec une artiste.
Et puis, ça a permis, on peut le faire sur du neuf, mais c'est vrai que sur la réhabilitation, il y a souvent une histoire. Donc, c'est des bâtiments qu'on fait visiter, qu'on ouvre. Là, c'est une classe témoin qu'on a fait dans l'existence, c'est-à-dire qu'on a accueilli 2 fois une classe sur une semaine au sein du chantier pour qu'ils prototypent tout le mobilier de la classe. Ça, c'est la chorale de l'école qui est venue tester l'acoustique des cours. Voilà, ça a permis de faire plein d'histoires dans l'histoire. Et pour finir, le dernier projet dont je vais vous parler, c'est la Halle aux Poissons. Donc c'est au Havre, dans la ville du Havre. C'est l'ancienne criée, donc c'est le bâtiment en pentagone que vous voyez et qui en fait était donc les bateaux arrivaient dans le petit bassin pour faire la criée et en fait très vite le pont a été construit. Et donc les bateaux n'ont plus pu accéder à la criée qui a été déplacée et construite ailleurs. Et en fait, ce bâtiment est resté inutilisé pendant 20 ans. Et donc la ville du Havre l'a inscrit dans Réinventer le Havre avec ses appels à projets où on propose un programme, un achat de bâtiments et une occupation. Et en fait, nous, on a dit il faut que les villes restent propriétaires de leurs bâtiments. Par contre, effectivement, dans les manières de faire et de transformer ces bâtiments, les villes n'ont peut-être pas forcément ces méthodes ou ces expériences. Donc, en fait, on va proposer via un bail amphithéotique de se réapproprier ce bâtiment. Et donc, on a remporté l'appel à projet comme ça. Donc ça, c'est l'intérieur de la halle qui est assez belle, tout en béton, assez caractéristique du patrimoine du Havre, ville entièrement démolie et reconstruite. Et du coup, on a pris la halle dans cet état-là. On a commencé à l'ouvrir avec une première saison, une deuxième saison. Et donc, comme ça, petit à petit, on l'a réhabilité, entretenu, mis aux normes pour en transformer donc sur tout son rez-de-chaussée. Donc on a ouvert pendant 3 saisons en accueillant toute une programmation culturelle donc autour du thème de la mer et de l'écologie. Et ça, c'est le projet. Et en parallèle, on a constitué le projet futur donc, qui est d'investir tout le rez-de-chaussée, de construire un premier étage sur ce rez-de-chaussée, de rendre sa toiture basse accessible, à transformer en terrasse. Voilà, donc ça c'est le projet qu'on porte. Et pour le dire sur notamment les questions ABF, donc vous voyez c'est un bâtiment qui en fait a été fait pour être une criée, donc quelque part un frigo à poissons. Donc on a des murs en pierre calcaire qui font 70 cm d'épaisseur et cette partie de lanterne qui est même pas en vitrage transparent mais en vitrage opalescent sur la partie haute. Et ben c'est vrai qu'à l'usage, là ça fait 3 saisons qu'on a ouvert, c'est un bâtiment, c'est très dur de faire rentrer la lumière, d'en faire un bâtiment accueillant. Donc il y a eu des grosses discussions avec l'architecte du bâtiment de France qui ont quand même à la fois qui sont quand même garants du respect de notre patrimoine, mais avec qui il faut dialoguer, de dire oui en fait son architecture était liée à un usage de crier. Aujourd'hui, on veut le réouvrir au bâtiment. C'est la condition sine qua non pour que ce bâtiment vive et soit entretenu et ne soit pas abandonné. Donc, quel compromis on peut faire pour rajouter des ouvertures, des parties vitrées. Donc là, c'est tout un travail de dialogue assez fin auquel on a réussi à trouver le bon compromis avec lui pour transformer ce bâtiment. Et voilà. C'était la dernière image. Avez-vous des questions à poser à Sonia? Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Aucune question? Ah. Quelle est la proportion de réhab et de construction neuve dans l'agence, dans les projets? Je t'aurais dit 50%, en vrai, j'en sais rien. Je pense 50% parce qu'en fait, on a eu plus de mal à accéder à la commande neuve. Et puis on avait pris un petit peu cette voie-là. Il n'y avait pas tant d'agences que ça qui s'étaient positionnées sur la réhabilitation. Donc je pense qu'au début, ça nous a permis d'accéder plus facilement à la commande publique. Et puis maintenant, on accède un peu plus à la commande neuve. Et on reste quand même pas mal patrimoine du XXe siècle encore. Voilà. Et réhab, pour vous, ça rime toujours avec réemploi? Il n'y a pas de réhab sans réemploi On se pose toujours la question, ouais. Mais par contre, on injecte beaucoup de réemploi. Et puis maintenant, il y a quand même beaucoup de plateformes qui se développent. Il y a quand même le réemploi pour entre 2015, quand on a fait matière grise, et maintenant, les choses ont quand même beaucoup évolué dans la réglementation au niveau des bureaux de contrôle, etc. Donc,
il y a quand même pas mal de choses. Et oui, enfin maintenant, on essaye d'en mettre un peu partout. Et qu'est-ce qui manque, à ton avis, pour que ça se généralise, le réemploi ? Il faut continuer les process de validation, hein, tout ce qu'on fait sur les portes coupe-feu, sur les PV, sur l'historique, la caractérisation. Donc maintenant, quand même, les bureaux de contrôle ont mis en place des process de validation avec des essais labos, des essais sur des échantillons, etc. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas du tout en 2015. Et je pense que nous, ce qui nous a aidé, c'est de faire 2 bâtiments éphémères qui étaient le pavillon circulaire et le bâtiment Morland, où en fait, on a eu des souplesses du bureau de contrôle pour tester des choses sur lesquelles après on a pu s'appuyer pour les réinjecter dans nos commandes plus classiques. Et puis en parallèle, les bureaux de contrôle ont aussi évolué, etc. Et les assurances, enfin c'est un autre sujet, les assurances pour les entreprises, les assurances pour les architectes, les assurances pour les maîtres d'ouvrage. Donc voilà, c'est un process, mais je pense qu'il y a une prise de conscience que de toute façon on n'a pas le choix que d'aller dans ce sens-là. À un moment, la mise en déchetterie va coûter tellement cher avec les dépollutions, le manque de surface, enfin, petit à petit, tout le monde va devoir aller vers le réemploi aussi. On a aussi fait notre deuil de certains sujets de réemploi qu'on ne s'acharne plus à faire. C'est-à-dire qu'au début, on a essayé de le mettre partout. Puis il y a des choses, on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup d'énergie pour un impact assez faible. Donc je pense que maintenant aussi, quand on a des projets, on calibre là où on met notre énergie en réemploi, là où il est le plus significatif. Et pas forcément démonstrateur. Merci. Merci beaucoup, du coup, Sonia, d'être venue nous parler de vos chantiers. Oui. Allez-y. On a encore 5 minutes. Il y a un peu de temps, je vais juste... Bonjour. Bonjour. Je trouve ça très intéressant le sujet de la réhabilitation. Est-ce que c'est un point que vous intégrez aussi dans vos bâtiments neufs? Et imaginez comment il sera réhabilité plus tard? Oui. Alors je pense qu'on le fait plutôt pas tant parce que justement comme on n'est pas dans une logique de déconstruction, il y a eu tout un mouvement sur le réemploi, comment ce bâtiment pouvait être déconstruit. Je pense que nous, on ne se leurre pas, on a aussi tellement de contraintes d'incendie, d'étanchéité, de thermique, que se dire qu'un bâtiment est démontable et remontable, c'est un peu une illusion aussi. On le réfléchit plutôt au niveau des usages. Et notamment dans un mode constructif, de se dire aujourd'hui il a un cloisonnement ainsi, peut-être que demain il en aura un autre, et de plutôt réfléchir en réversibilité d'usage, je pense, la stratégie. Oui, vous avez évoqué des éléments de la construction qui étaient plus adaptés au réemploi, d'autres que vous avez laissé tomber. Vous pourriez développer Ouais, alors des fois il y a des projets, et notamment c'est le pavillon circulaire et le pavillon Morland. Par exemple, le pavillon circulaire, enfin sur ces 2 projets, on s'était mis un peu, c'était démonstrateur, donc on s'était mis l'objectif de faire un maximum de réemploi. Donc là, on ne se posait pas la question. Mais en fait, à un moment donné, on s'aperçoit avec des matériaux pour les réemployer, soit il faut mettre 10 tonnes de silicone pour retrouver une étanchéité, une colle, un mode de fixation, ça n'a pas de sens non plus. Soit aussi c'est de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que s'il y a un temps de main-d'œuvre énorme, enfin voilà, c'est aussi une attention portée aux personnes qui construisent, se dire qu'il faut trouver le bon calibrage. Et des fois, c'est aussi beaucoup de temps de main-d'œuvre, par exemple sur le réemploi des prises électriques. Avec un électricien, moi c'est vraiment l'exemple que je donne, qui devait tester chaque prise avant de les poser et qui a fini par me dire mais je vais vous donner 10 €, est-ce que je peux mettre des neuves en fait, parce qu'il n'en pouvait plus. Donc voilà, et puis pour un impact, voilà, tout est important, mais aussi aujourd'hui, tant que les choses sont pas... Maintenant, il commence à y avoir, par exemple sur les BAES, il y a des filiales qui récupèrent les BAES, donc c'est les blocs secours d'évacuation, qui les reprend, les reconditionne, les testent et les refournissent. Donc en fait, ça, ce n'est plus quelque chose qui se fait sur le chantier. C'est voilà. Donc là, il y a des filières comme ça qui vont se développer et qui font que ce réemploi-là n'impactera plus le chantier. Donc voilà, trouver cette bonne justesse. Et puis je donne ça, c'est le réemploi n'est pas moins cher, donc ça je pense qu'aujourd'hui ce gap est dépassé. Nous auquel on est attentif, c'est que ça équivaut au neuf, et c'est-à-dire que le delta de coût n'est pas sur l'achat de la matière, mais sur la main d'œuvre qu'il produit, parce qu'effectivement il y a plus de déconstruction, de préparation, de mise en œuvre. Même si la matière est gratuite, mais en tout cas voilà, on essaye de l'équilibrer et ça crée plutôt de la main d'œuvre que de la consommation de matière. Oui, bonjour. Bonjour.
Moi, ma question, c'est par rapport à la sécurité incendie. En fait, quand vous rénovez un bâtiment existant qui répond à des normes qui ont été faites à une année dans le passé, et ces normes ont été mises à jour aujourd'hui, est-ce que vous êtes obligé de suivre les normes actuelles, et sachant que généralement c'est difficile parce qu'on est face à un existant? Et si c'est le cas, comment vous faites si vous êtes face à quelque chose que vous ne pouvez pas changer, par exemple Alors de toute façon, j'ai envie de dire la sécurité incendie, s'il y a bien une chose sur laquelle on a très peu de dérogations, c'est là-dessus, mais après c'est pour la sécurité des personnes. Donc en général, il n'y a pas trop de dérogations. Après, comme tout dépôt de permis de construire, on fait des demandes de dérogation avec des compensations. Mais presque, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de construire un bâtiment en bois d'un terme de sécurité incendie avec la doctrine pompier à Paris. Alors sûrement pour des bonnes raisons, mais c'est tout aussi contraignant que réhabiliter un bâtiment du point de vue de la sécurité incendie. Bon, si je peux me permettre, je voulais juste savoir si les bureaux de contrôle et les bureaux de sécurité incendie essaient de comprendre le fait que c'est existant, ou bien c'est les mêmes normes que pour un bâtiment nouveau. C'est ça la question. C'est les mêmes normes. Après, comme pour l'accessibilité, du fait du patrimoine, on peut avoir des dérogations. Donc, par exemple, pour avoir une protection un peu moindre, c'est vraiment très technique, on pourrait mettre de la détection incendie généralisée. Voilà, c'est des compensations comme ça, mais qui peuvent se faire dans n'importe quel bâtiment avec des contraintes d'accès au site, etc. Il n'y a pas spécialement de tolérance plus grande sur la sécurité des personnes. Merci beaucoup. Nous allons devoir malheureusement nous quitter. Un grand merci, Sonia. Est-ce qu'on peut vous proposer de discuter en dehors avec certains, ceux qui le veulent? Et on va avoir du coup dans quelques minutes une nouvelle conférence.